Bonjour Jean-Louis Martinan. Bonjour. Tu es professeur d'université, chercheur en sciences de l'éducation à l'unité mixte de recherche sciences, techniques, éducation, formation de l'ENS de Cachan. Tu as beaucoup travaillé sur les questions de l'apprentissage, de la modélisation scientifique et technique. En quelque sorte, tu prônes l'idée de bricoler et penser avec les modèles. Peux-tu nous expliquer cela? Oui, ce que je prône, c'est d'abord l'idée d'apprendre les sciences, et en particulier les sciences physiques ou les sciences de la vie et de la Terre actuelles, dans lesquelles les modèles jouent un rôle extrêmement important. Ça n'est pas forcément apprendre directement les modèles, c'est apprendre à jouer avec des modèles, à penser avec des modèles. C'est quoi jouer ou penser avec des modèles? Eh bien, c'est par exemple savoir manier la distinction entre la description de ce qu'on voit. Très souvent avec les jeunes élèves, on leur fait une flamme et puis on leur dit décris. Ils décrivent, ils disent voilà, ça bouge, il y a des couleurs, ça monte, c'est chaud, c'est très bien. Beaucoup d'enseignants trouvent bizarre qu'on réponde ça à partir d'un certain niveau d'enseignement. Ils s'étonnent que les élèves ne leur parlent pas de molécules qui se dissocient, qui se recombinent. Mais c'est les élèves qui ont raison. Les enseignants, ils n'ont jamais vu de molécules en regardant une flamme, ils projettent sur la flamme une interprétation qui utilise les modèles là, de molécules, ou les modèles d'un niveau moins élevé, les modèles de particules qui se recombinent, qui se dissocient, qui changent. Et c'est cette distinction entre ce qui relève de la description, ce qui relève de la manipulation d'objets, de substances, de phénomènes, et ce qui relève de l'interprétation, avec des constructions intellectuelles, que sont les modèles, qui doit être appris, de mon point de vue. Parce que les modèles interviennent en réalité partout, maintenant, sans même qu'on s'en rende compte. Alors là, j'ai pris la question de la flamme, de la combustion. J'aurais pu prendre les circuits électriques. On fait utiliser des circuits, étudier des petits circuits électriques à des enfants depuis la fin de la maternelle. Personne n'a jamais vu du courant électrique. C'est une interprétation, c'est un modèle. C'est un modèle qui peut être raffiné, compliqué, avec lequel on peut aller beaucoup plus loin selon les niveaux, tout en manipulant peut-être exactement les mêmes objets. Et faire cette distinction, c'est quelque chose d'extrêmement important, et curieusement, c'est très peu présent dans l'enseignement lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on dit, voilà, on pense modèle, et on ne peut plus penser autrement. Alors, je prendrai un autre exemple, un niveau plus élevé pour me faire comprendre les conséquences d'une affaire comme ça. C'est que, par exemple, les ondes qu'on étudie en règle générale à la fin du lycée ne sont pensées que dans une modélisation, une formalisation mathématique, avec des fonctions sinusoïdales. C'est-à-dire que l'onde n'a pas été pensée d'abord, réfléchie comme ce qu'on peut considérer comme un objet onde. Un objet, comme caractéristique principale, c'est que ça conserve un certain nombre de caractéristiques dans le temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on considère que quand on jette un caillou dans l'eau, on dit il y a une onde et qu'on peut considérer que c'est un objet qui se déforme mais qui garde quand même un certain nombre de caractéristiques? Cette absence de construction fait qu'on la récupère plus tard par une certaine incapacité, par exemple, de penser les objets quantiques, dont on dit aux élèves, ce ne sont ni vraiment des particules, qui sont imaginées, Ni vraiment des ondes. Ni vraiment des ondes, mais les ondes, ils ne sont jamais imaginées, parce que pour eux, c'est une écriture mathématique. Donc c'est derrière cette question-là, cette préoccupation, apprendre à modéliser, c'est aussi apprendre à construire des objets qui ne sont pas des modèles, construire des interprétations des phénomènes que subissent ces objets, qui eux passent par des modèles. Alors ces modèles, ils ont plusieurs rôles. Ça peut être déjà un rôle de représentation. Je mets
C'est très difficile, par exemple, de se représenter un ensemble de particules dont les positions sont désordonnées et qui sont animées de mouvements désordonnés. Il y a des phénomènes qu'il est très difficile de se représenter si on ne les modélise pas. On ne voit pas circuler un courant, on peut l'interpréter, on peut se le représenter. Le modèle du courant qui circule dans un circuit, c'est une façon de se représenter les choses. Se représenter des particules, des molécules plus ou moins agitées, qui se recombinent, comme ça, c'est une manière de se représenter. C'est une question cruciale en chimie. Car en chimie, ce qu'on se représente très bien, c'est les contenants, les tubes à essai, les flacons, tout ça, mais les substances chimiques. Les transformations des substances chimiques, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que dans la plupart des éducations scientifiques dans le monde, on commence la chimie beaucoup plus tard que le reste de l'étude du monde. Donc, fonction de représentation. Il y a une deuxième fonction qui est une fonction de prédiction. C'est par exemple ce qui se passe en climatologie. En climatologie, on fait des prédictions sur le climat, mais ce n'est pas parce qu'on a une théorie qui va loin, c'est qu'on rapproche des situations et des évolutions qu'on connaît depuis des générations, qu'on a enregistrées, de ce qu'on voit à un moment donné comme répartition météorologique dans le monde. Et on fait des prédictions à plus ou moins long terme. Ça n'est que prédictif. Puis il y a une troisième fonction qui est importante, très importante, qui est souvent la seule à laquelle pensent les enseignants de sciences et les scientifiques eux-mêmes. C'est la fonction d'explication. Mais tout modèle n'est pas explicatif. Par exemple, les philosophes grecs de Ionie, donc plus de 500 ans avant Jésus-Christ, s'étaient posé la question comment penser ensemble des états de la matière différents, solide, liquide, gazeux. Ils ont inventé un modèle qui est un modèle de compréhension. Ça n'explique rien. Ils ont dit, voilà, imaginons que derrière, il y ait des toutes petites particules, des grains de sable, comme ils disaient. S'ils sont rassemblés, bien serrés, solides, c'est un solide. S'ils sont liquides, c'est qu'ils peuvent glisser les uns sur les autres. Et s'ils sont gazeux, mais ils n'avaient pas vraiment la notion de gaz, c'est qu'ils peuvent s'agiter et avoir des relations très distendues. Mais ce type d'explication, ce type de modèle est présenté en classe. Donc là, il est présenté en classe. Ce que le but, un des résultats des travaux, c'est de mettre en évidence que ça n'est pas une explication. C'est une façon de se représenter, par une interprétation, ces états différents. En fait, les explications peuvent venir plus tard, en raffinant ces modèles, en leur donnant d'autres caractéristiques. Devant les mutations de la recherche scientifique et technique, comment aujourd'hui donner aux citoyens une véritable éducation scientifique? Parce qu'en fait, c'est un véritable pari, c'est un véritable défi que de faire en sorte que l'ensemble des citoyens puissent disposer de cette éducation scientifique. Est-ce qu'à cet égard, tu as une réflexion et des propositions? J'ai une réflexion. Venant de la physique, enfin étant enseignant de physique et de chimie, mais étant plutôt physicien, je suis frappé par le fait que jusqu'en première, voire en terminale, la physique qu'on enseigne et que les élèves apprennent ne leur permet pas de dire beaucoup de choses très intelligentes sur le monde qui les entoure. Ce qui est un handicap terrible pour cette discipline. Mais je crois qu'il faut généraliser. Je crois que la question aujourd'hui, ça ne dira pas beaucoup plus de choses intelligentes si on fait rentrer les dernières découvertes, ce qui est le cas par exemple en biologie du lycée, qui court après les dernières découvertes, dont on n'est pas totalement certain, dont l'interprétation n'est pas totalement fixée. Je crois que ce n'est pas la bonne direction. Autrement dit, la bonne direction, ce n'est pas vraiment aujourd'hui de mettre à jour les contenus d'enseignement par rapport au savoir construit et découvert par la science.
c'est aussi de changer la question du rôle que joue l'éducation scientifique. Est-ce que cette éducation, elle est purement intellectuelle, ou est-ce que c'est aussi une manière de donner des moyens, en tant que citoyen, de pouvoir interpréter le monde qui nous entoure et de pouvoir se préparer à agir dans le monde qui nous entoure. C'est une des raisons pour lesquelles je m'étais intéressé au modèle, et pas au modèle en tant que tel, mais à la modélisation, c'est-à-dire les transformations des modèles qu'on pouvait opérer. C'est une des raisons pour lesquelles, plus récemment, je me suis beaucoup intéressé à l'éducation au développement durable, en essayant de mieux caractériser, de mieux différencier les différents types d'activités qu'on peut proposer pour une éducation au développement durable. Tu as participé, aux côtés d'André Jordan, au développement des journées internationales sur la communication, l'éducation et la culture scientifique, et tu ajoutes, parce que c'est important, technique et industrielle, que les scientifiques connaissent sous l'appellation les journées de Chamonix. En quelques mots, pourquoi ces journées de Chamonix? Et je crois qu'en fait, il y en a eu une trentaine que tu as participé. Il y a eu une trentaine de journées. La première, c'était pour une recherche pour laquelle nous sentions le besoin d'avoir des discussions avec des historiens, des philosophes des sciences, des psychologues, il n'y avait pas eu de sociologue à cette occasion-là, pour des échanges. Une quarantaine de personnes, c'était un premier groupe. La deuxième année, c'était déjà, on sortait de cette recherche pour poser des questions du type approche des processus de construction des concepts dans les sciences. Bon, puis, dès les troisièmes, ce sont devenues des journées complètement autonomes, qui s'autofinançaient, qui tournaient elles-mêmes, avec un appel à communication de tous ceux qui pouvaient être intéressés. Dans une situation, un contexte où il y avait très peu d'occasions de communiquer pour ceux qui s'intéressaient à ça, les journées se sont développées, ont atteint jusqu'à 300 participants, sont retombés un peu plus tard, et on a tenu 30 ans, en renouvelant complètement chaque année les thèmes. Et en publiant. Et en publiant des actes. Très bien, je te remercie. Merci, c'est moi.